Bonjour. Donc c'est bien que je succède à cette intervention parce que je pense qu'il va y avoir un certain nombre de mises en écho et d'illustrations. Donc moi je suis Étienne Delprat, je suis architecte de formation et je fais une thèse en art. Et je suis cofondateur de Yapluka, qui réunit des architectes, des designers et des urbanistes. Ce qui nous a réunis au début, c'était la volonté de se saisir de l'espace public à la fois comme un objet de réflexion et un territoire d'intervention. Et petit à petit, notre pratique a évolué en articulant ces questions d'échelle, ville, objet, architecture. En essayant de qualifier notre démarche, de la spécifier, on en est arrivé à parler d'un urbanisme intermédiaire et d'une architecture située. C'est pour ce concept d'ailleurs qu'on a été lauréat du palmarès des jeunes urbanistes cette année. Et on se focalise plutôt sur l'architecture, mais qui en fait pour nous est un outil de production de la ville. Donc je fais un détour parce qu'on a fait plusieurs publications. Nous on est vraiment dans une forme de logique itérative, à savoir que l'action elle est centrale dans notre travail, la dimension du faire, le fait de faire projet ensemble, mais c'est nécessaire de prendre un recul réflexif et on est comme ça dans une forme d'aller-retour entre des publications et des projets. Et donc ça tombe bien parce que vous montrer ces trois publications, c'était évoquer notre lien à un mouvement qui est celui du do-it-yourself, qui est né avec le Waldorf Catalogue, mais nous on n'a pas suivi Stewart Brand dans la suite de son évolution. Par contre, on pense qu'il y a une nouvelle vague aujourd'hui qui a été très bien illustré juste avant, et notamment Jerry et les autres sont des projets qui sont présents dans le livre du milieu, qui visent en fait à nous inscrire dans un panorama parce qu'on sentait que notre pratique était connectée à la pratique d'autres designers, d'autres architectes, d'autres artistes, et donc c'était notre volonté première. Le livre de gauche, il a répondu à cette idée de se dire mais en fait comment on peut promouvoir notre pratique. Et ben en fait, il faut faire un manuel, quoi. Transmettre des recettes, transmettre des outils, transmettre des manières de faire pour inciter les gens à faire par eux-mêmes. Et le livre de droite, c'est inscrire cette approche vraiment dans une échelle urbaine. Donc c'est le résultat d'une résidence qu'on a fait en Normandie l'année dernière. Et on a vraiment dû se questionner justement, est-ce qu'on transmet une méthode? Et en fait la réponse était non. Et donc on a cherché à construire une publication qui visait plus à partager une expérience au travers de moments clés, au travers d'outils spécifiques, en disant chaque territoire est singulier et donc il n'y a pas une méthode, mais il y a des projets à mettre en œuvre dans des écosystèmes qui sont spécifiques à chaque situation. Donc je reviens à la question qui était celle de produire alors des écosystèmes. Donc nous, d'une certaine manière, il me semble qu'on fait face à en effet un nouveau paradigme qui est celui de la finitude du monde et qu'on peut traduire autrement, comme ça a été fait juste avant. Donc je vais passer très vite par une crise environnementale qui, pour nous, induit de penser autrement les projets en ayant conscience de cette finitude, d'une part, donc les ressources et autres, ça a été expliqué avant, et aussi la nécessité de penser des projets ancrés. Donc je pense que vous voyez de quel côté on se situe par rapport à ce qui a été expliqué avant. Et si je vais faire un petit développement théorique et après je vais vous montrer un exemple de projet qu'on est en train de faire pour illustrer un peu ça. Mais voilà, quand on essaye de réfléchir où on se positionne dans les approches par rapport à cette question-là, on a souvent tendance à opposer trois approches qui sont la logique de croissance, de développement durable, une logique qui est celle de la décroissance, donc qui est plutôt réduire nos déchets, consommer autrement et autres, et le modèle de la circularité, donc ça a été très bien expliqué avant, je ne vais pas avoir la prétention de le faire. Et nous, on essaye plutôt de s'inscrire dans des logiques de durabilité. Et c'est pour ça qu'on reprend plus le terme de sustainability que la traduction de développement durable qui a été faite en France. Et donc de penser des projets qui s'appuient sur cette notion de durabilité et sur la notion de résilience. Là, je vous ai mis donc, le développement durable. C'est un concept qui a été défini en 1987 dans le rapport Brundtland, qui avait été fait pour l'ONU, et qui reposait sur ces trois piliers qui étaient l'écologie, le social et l'économique. Et en 2010, pendant le congrès mondial
des cités et gouvernements locaux unis, a émergé une idée à laquelle on adhère d'une certaine manière, qui est qu'en fait, il y a un quatrième pilier au développement durable, à savoir la dimension culturelle. Donc pourquoi la dimension culturelle? Parce que parler de culture, c'est parler de représentation, c'est parler de pratique. Donc comment on modifie nos représentations de ces questions-là? Comment on fait évoluer nos pratiques? Et cette culture-là, elle touche tant des usagers, tous ceux que nous sommes, que l'institution, les institutions qui nous accompagnent, que les grandes entreprises, que les designers, les architectes et les urbanistes. Pour moi, on fait tous du design. Donc voilà, je fais une parenthèse là-dessus. Et donc, qu'est-ce que ça induit, cette conception-là? Ça induit une nouvelle écologie du projet qu'on doit penser et éventuellement théoriser en tant que designer. Et donc, ça veut dire repenser des outils, repenser des stratégies et penser autrement notre rapport au contexte, en intégrant les questions temporelles, le processus, toutes les dimensions immatérielles qui le composent. Et donc repenser cette pratique, c'est repenser notre fonction de designer, mais aussi notre place dans la société, c'est repenser des méthodes ouvertes, open, de conception et de mise en œuvre, et c'est aussi repenser les formats et les formes qu'on travaille. Et c'est là que nous, on en arrive à parler de projets ancrés ou situés. Donc je l'ai montré au début, on a cherché à qualifier cette conception de l'urbanisme, mais qui en fait, l'urbanisme, c'est une discipline qui pour nous n'a pas vraiment de sens, mais se placer dans une perspective qui est celle de penser la ville, c'est penser un système plus global, des processus plus globaux dans lequel le design a une place. Et donc, sur cette approche de l'urbanisme intermédiaire, on a essayé de penser, voilà, on va dire une approche méthodologique qui est l'idée d'une permanence urbaine, je vais vous montrer après, qui en gros se résume à l'idée de dire on habite un territoire, on est connecté à un territoire dans lequel on fait projet, et des outils à la fois de conception et de production, et c'est là qu'on parle d'architecture située. Et donc en essayant de développer ça, on s'est trouvé à investir des territoires spécifiques qui nous intéressaient dans leur dimension expérimentale, donc la ville en transformation, les chantiers, certaines formes d'équipements publics, de conception et de construction collaborative d'équipements publics, etc. Ça nous a aussi amené à repenser nos outils de travail, donc la question du format. Nous, on fait autant de l'installation que des ateliers, alors, du workshop, que de mettre en place des protocoles d'usage. Voilà, on ne se limite pas à l'objet architectural, mais pour nous, tout ça participe à faire architecture. Et dans la manière, je le disais, d'appréhender les contextes, peut-être les milieux, on peut parler de milieux, c'est se questionner justement sur le rapport que chacun instaure à un lieu et comment on connecte et on fait communauté, on fait commun tous ensemble. Et donc c'est prendre en compte toutes les dimensions immatérielles et subjectives qui constituent le contexte. Et quand il est question de ville, c'est aussi comment on articule des temporalités, le temps long, le temps court, le quotidien, le temps du projet. Voilà. Donc ça, c'était un peu pour vous mettre on va dire, dans l'ambiance de notre travail. Et maintenant, pour donner un peu de corps à tout ça, je vais vous montrer de nombreuses images d'un projet qu'on est en train de mener. Et je pense qu'on pourra en rediscuter après. Mais je le disais, nous, notre idée, elle part de l'idée d'habiter un territoire. Donc quand on s'est constitué, on a été en résidence pendant 3 ans dans un chantier qu'on a saisi vraiment comme un territoire d'expérimentation, parce que c'est un endroit où se télescope énormément de réalités urbaines et des réalités qui font et produisent la ville. On en a tiré un certain ensemble de savoirs, et depuis 2 ans, on est en résidence dans la ville de Bagnolet, qui est donc une ville située dans le 93. Et donc l'idée initiale avec la ville quand on a monté ce projet-là, c'était de leur dire, écoutez, on ne peut pas écrire un projet. Par contre, ce qu'on vous propose, c'est de s'installer dans le territoire. Nous, on y travaille, on fait tous nos projets, et par notre présence, on va créer du lien, on va créer une histoire avec ce lieu, et c'est ça qui va faire émerger des situations potentielles de projets qui se situent aussi à l'interface entre une multitude d'acteurs avec lesquels nous, on est en contact, l'institution, la collectivité, les artisans, le milieu associatif et les habitants. Et donc, au cours donc ça, c'est la ville de Bagnolet, qui est une ville singulière avec tout un ensemble de réalités. Et en fait,
l'idée était qu'en travaillant là-bas, eh ben, on a essayé de faire émerger cet écosystème, de le cartographier pour nous-mêmes, un peu comme ça a été évoqué, et de faire émerger les points de désir, les réels points de besoin, à côté desquels peuvent passer parfois l'institution ou la collectivité. Et en 2 ans, on a été amené à faire une multitude de petits projets dans le territoire, plus spécifiquement dans 2 quartiers en rénovation urbaine, qui sont ceux sur lesquels on travaille le plus. Et chacun de ces projets crée son écosystème. Donc c'est une demande d'une association, c'est un besoin d'une association, c'est un lieu délaissé autour duquel on va essayer de fédérer une communauté, de les accompagner. Voilà, chaque projet crée son écosystème. Donc je vais vous montrer comme ça plein d'images de différentes étapes, de différents projets qu'on a menés, et finirai sur le tout dernier lieu en fait, qu'on a monté. Donc là, c'est la Dalle des Malassis, c'est un quartier en rénovation urbaine, une cité avec voilà, un certain nombre de problématiques. Et c'est ici qu'on s'est installé, que la ville nous a installé. Et donc voilà, c'est vraiment cité moderne avec une dalle complètement vide en dessous, parking vide, boutique vide, parce qu'elle devait être démolie dans le cadre d'une rénovation urbaine. En fait, il n'y a jamais eu les moyens, donc elle est encore là. Et donc nous, on a investi sur cette dalle et le dessous de cette dalle comme étant le premier lieu de projet, mais même de construction de récit avec la ville, parce que c'est aussi ça notre fonction, c'est d'essayer de projeter une communauté, des habitants et une collectivité dans un projet commun. Même si au final il est abandonné ou il prend une autre forme, ça c'est pas un problème. Et donc l'idée initiale était de monter un Fab Lab en lien avec le centre social de ce quartier. Petit à petit, le projet a évolué, mais la manière dont ça s'est passé, c'est on nous a donné un local abandonné, qui est un ancien local associatif, on l'a entièrement refait nous-mêmes, donc les habitants commençaient à venir nous voir et autres, et petit à petit, on a commencé par faire des petits projets, mettre à disposition nos outils, travailler avec les animateurs du centre et fabriquer des petits objets comme ça, avec les jeunes du quartier. Sinon, on faisait aussi des ateliers, ça s'appelait des ateliers au féminin, c'était le désir d'une asso de femmes du quartier, d'apprendre à bricoler. Donc on vous apprend à enduire, on vous apprend à faire différents trucs. Voilà. Ça, c'est quelques petites images. Et en fait, l'idée avec tout ça, c'était quoi? C'était de créer du lien, de créer une communauté qui vienne à l'endroit où on se trouvait, et voilà, de créer une dynamique de partage. Ça, c'était la dynamique sous-jacente au Malassis. Et à côté de ça, on a commencé à construire un dialogue avec le directeur du centre social et les acteurs du centre social d'un quartier qui s'appelle Lannou, qui est vraiment l'autre gros quartier en rénovation urbaine de la ville. Et eux, ils ont donc un centre social avec une énorme terrasse complètement délaissée. Et ils se sont dit, mais en fait, ça serait intéressant de l'investir. Et on a construit, encore une fois, des conditions de projet avec eux. Donc quand je parle de conditions de projet, c'est des acteurs, mais c'est aussi des réalités économiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on pourra en reparler. Et donc, on a mené comme ça des ateliers de co-conception et de co-construction de cette terrasse, voilà, avec des outils qui sont nos outils classiques de designer, jusqu'à la réalisation avec les usagers du centre social de cette terrasse. Voilà. Un peu sur le même modèle, là nous, même problématique, un manque d'usage, une asso qui avait besoin de monter un atelier de réparation de vélo. Et il se trouve qu'à côté de la station de métro, il y avait une sorte comme ça d'Algeco, ancienne boutique complètement vide parce que le commerce avait périclité. Et on s'est dit, bah, ramenons-le. Donc on a dealé avec la ville pour qu'ils viennent le déposer à un endroit un peu stratégique du quartier. Et on a dessiné comme ça une forme d'équipement qui s'appuyait sur la récupération de cet objet. Bon, je ne parle pas du réemploi, mais nous, on essaye au maximum d'utiliser les ressources matérielles qu'on peut détourner, récupérer et autres. Et pareil, on l'a réalisé avec les habitants. Et c'est devenu un lieu, voilà aussi un équipement qui est mis à disposition de différentes assos pour le week-end ou en semaine créer des activités. C'est un équipement partagé. La fête de la ville, toujours être présent, c'est important, partager, faire la fête avec les gens. Les Malassis, donc ça c'est le quartier sur lequel on est. Quand on est arrivé, en face du local où on était, il y avait ça. C'était un endroit, ça s'appelait ça, et encore là on a des broussaillers. Avant c'était vraiment comme ça un amas de broussailles. Les gens le surnommaient la fosse aux lions, puisque tous les gens balançaient leurs déchets depuis les terrasses, et ça faisait vraiment la jungle urbaine comme ça, un peu trash. Et en arrivant, on s'est dit, mais c'est vraiment bizarre, il faut faire un projet ici.
Donc on a commencé à débroussailler avec la ville et pareil à dessiner un projet de serre avec un jardin et tout qui aurait pu être connecté avec le haut de cette dalle. Et bah voilà, pendant l'année, au travers d'ateliers, on a commencé à planter, à construire, à installer une plateforme, un lieu de rencontre qui petit à petit s'est habillé jusqu'à aujourd'hui être occupé par une serre comme ça et un espace de, de chill, ouais, voilà, et un jardin. Et donc depuis, maintenant, on fait régulièrement des ateliers de plantation, voilà, d'entretien, et puis il y a des légumes qui sont produits, et chacun les prend, nous on en mange. Voilà, c'est un lieu qui a sa vie un peu propre. Et là, on était en bas de la dalle, là on est au-dessus de la dalle, donc il n'y a aucun mobilier, il n'y a pas un banc sur cette dalle. Et avec une asso de jeunes qui essayent d'impliquer les jeunes dans le quartier, on a amené cette notion de design et on a monté comme ça, on les a accompagnés en fait dans leurs actions pour produire en récup des mobiliers. Là encore, c'est un prétexte, hein, c'est-à-dire apprends à bricoler, fais l'espace public par toi-même, mais c'est aussi une manière de montrer à la ville la nécessité de réaménager cet espace public. Et donc voilà, ça c'était un peu des images. Et donc ça c'est le dernier projet qu'on a monté là-bas, qui est un peu la synthèse de tout ça, notre manière d'appréhender notre travail. Alors, on essaye d'infuser une culture de faire, de transmettre des méthodes, mais surtout de transmettre un état d'esprit, c'est-à-dire l'espace public, il est à tous, il faut le faire ensemble, il faut le construire ensemble. Et c'est une idée à transmettre tant côté habitant, parce que ce n'est pas une culture qu'on a, qui entre nous va planter l'espace public, peut-être pas grand monde, mais aussi côté collectivité. Comment on crée les cadres de ça? Parce que la question d'un objet, par exemple, c'est si nous on dessine un objet avec des gens qui le construisent, qu'il est posé dans l'espace public et que ça répond à une commande qui est celle de la ville, si quelqu'un s'empale avec le meuble, qui est responsable de ça? Il n'y a pas vraiment de réponse et donc en fait il faut créer des conditions comme ça où il y a une prise de risque collective et ça c'est une question de culture. Et donc, au bout des 2 ans, ce qu'on a mis en place, c'est sous cette dalle, on a réussi à négocier un local et on a proposé de faire un équipement public intermédiaire qui en fait est un atelier entre le Fab Lab, le Repair Café. Voilà, Repair Café, vraiment, on peut venir réparer, mais où il est peu question de design, on va dire. Donc on lutte contre l'obsolescence programmée. Le Fab Lab, où on est dans une approche un peu techno, enfin ça a très bien été discuté, du design, et à parfois se désolidariser des réalités qui sont celles de l'usager au quotidien. Et un café, parce qu'il n'y a pas de café dans le quartier. Et donc voilà, on a aménagé ça. Donc il y a des outils traditionnels, visseuses, perceuses et autres, une imprimante 3D, des fraiseuses numériques et un café. Et voilà, on a créé un petit écosystème pour ce lieu qui aujourd'hui a sa vie propre, qu'on continue bien sûr à animer, mais voilà, qui via des financements publics, privés, a réussi à se mettre en place et bon, maintenant cherche encore un peu son économie, mais dans lequel travaillent des jeunes du quartier qu'on a engagés, qu'on a formés à ces outils-là, et donc eux maintenant transmettent ça, sont là pour accueillir les gens et pour les idées. Et en fait, l'idée de ce lieu, c'est un peu je peux reprendre l'image de l'imprimante 3D qui est autoréplicante, c'est-à-dire que vous venez avec une imprimante 3D à un endroit et avec cet objet-là, vous pouvez recréer une autre imprimante 3D. Bon, ces gadgets, l'imprimante 3D, peut-être encore aujourd'hui, on est en train de chercher les usages et nous de les tester aussi là-bas, comment recréer des pièces pour répondre à un besoin et autres. Mais dans le modèle, ce qui est intéressant, c'est que nous, on arrive avec nos compétences, nos outils, nos savoir-faire, on partage le temps de réalisation d'un lieu, d'un espace, d'une manière de penser l'espace public, et on s'en va. Et l'idée, c'est qu'après, ça infuse le territoire. Donc ça, c'est un peu l'idéal de notre démarche. Et le design est central là-dedans. C'est-à-dire que ce qu'on infuse, c'est pas juste l'idée d'aller contre l'obsolescence programmée, l'idée de dire l'espace public est à nous, tout ça. Non, le design, c'est une culture qu'on peut infuser et que tout le monde perçoive en fait sa capacité à produire des objets, à répondre à ses propres besoins en fait, avec toutes les singularités qu'il y a. Et ça n'empêche pas le partage, parce que ma problématique peut être la problématique de quelqu'un d'autre. Et donc nous, la règle du jeu, c'est que tous les gens qui viennent dans le lieu, s'ils conçoivent un projet, eh ben, il est visible là-bas et il est obligé de le partager, de l'expliquer avec un autre.
Et donc voilà, toutes ces logiques qui sont celles de l'open source, qui étaient discutées avant, on essaie de les intégrer là-dedans, mais sous une forme qui n'est pas, c'est pas dogmatique, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tout un imaginaire, toute une mouvance autour de ça. Où voilà, nous, on essaye de se ressaisir d'un certain nombre de valeurs qui pour nous sont constitutives de cette nouvelle vague do it yourself. Nous, volontairement, on garde le terme de do it yourself parce que pour nous, ça s'inscrit dans cet héritage qui est celui de Stewart Brand, le mouvement hippie beatnik, le mouvement punk qui lui a été beaucoup plus dans quelque chose de l'opposition à un système. Et aujourd'hui, on est dans un modèle qui est celui de l'alternative, beaucoup plus pragmatique. Et le fait de garder ce terme, c'est essayer de préserver la valeur politique de cette approche qui aujourd'hui a tendance à disparaître ou en tout cas à passer au second plan parce que voilà, c'est récupéré, ça peut être instrumentalisé dans certains contextes. Voilà, ça c'est des images du lieu, des ateliers. Et bon, juste pour donner des exemples, en fait, aujourd'hui, on est même à travailler avec la ville en identifiant des problématiques qu'eux ne vont pas forcément anticiper dans le cadre des rénovations urbaines et d'être réactifs pour créer des espaces. Donc là, un magasin qui devait fermer parce qu'un chantier commence, eh ben on dessine un projet pour pouvoir implanter un commerce temporaire dans le quartier en attendant que les chantiers soient finis. Mais ce commerce, on ne va pas faire un appel d'offres pour un nouveau magasin, on va travailler avec le Pakistanais qui vivait qui a animé il s'appelle Kobi, quoi, qui était la boutique de quartier, pour lui créer une boutique voilà, qui corresponde à ce qu'il faisait, mais à l'extérieur. Et aussi aujourd'hui, maintenant, on accompagne par exemple les budgets participatifs. Les citoyens doivent faire. Ben, nous, on a dit non, vous ne commandez pas les trucs et on les réalise, c'est vous qui les faites, on vous accompagne, mais c'est les citoyens qui produisent, qui voient ce que c'est que de faire un devis, c'est quoi un budget et autres. Voilà, on en est là aujourd'hui. Donc juste pour conclure rapidement, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, en fait, cette question de pratiquer. Et ce mot-là, il est important pour nous, pratiquer la praxis, à l'heure des écosystèmes, ou en tout cas à l'heure d'un contexte qui nous semblait être celui ciblé par la journée. C'est instaurer d'autres rapports, donc un autre rapport au travail. Donc nous, le collectif, on était un collectif et on est toujours un collectif qui s'appelait Yapuka, mais aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que cette logique collective, elle est plus tant dans notre groupe de travail que dans un projet en général. Et qu'un projet, c'est toujours une dynamique collective. Bruno Latour, il différencie la communauté du collectif en définissant le collectif comme étant quelque chose de l'ordre du performatif. Donc nous, quand on fait projet, on initie une dynamique, on implique un collectif, et c'est ça qui fait vivre le projet, et c'est ça qui fait exister le collectif. Donc voilà, on a déporté ce modèle du collectif, mais qui pour nous est encore central. La logique de l'indisciplinarité ou de la transdisciplinarité, c'est un mot compliqué à dire. En tous les cas, voilà l'idée de croiser les disciplines, une non-sectorisation des savoirs, et une certaine forme d'horizontalité aussi. Donc c'est là qu'il est question de la place sociale dont je parlais. On n'oppose plus un sachant, un concepteur à des usagers, mais tout le monde est porteur d'un savoir et d'une expérience. C'est un autre rapport à la production. Donc nous, on parle un peu d'un design intégré comme ça, la place de l'expérimentation dans tout ça, qui pour nous est centrale, questionner les normes, faire évoluer les pratiques, le fait de faire avec les ressources, donc je le disais, ressources matérielles et immatérielles, le fait de repenser nos méthodes et des protocoles qui soient plus souples, et ces objets et ces outils qui nous permettent de nous adapter aux situations de projet. Ça induit un autre rapport au savoir, l'open source, j'en ai parlé, et des formes de pédagogie active qui sont celles portées par le do-it-yourself, le fait d'expérimenter par soi-même, de partager et autres, et donc de mettre en place comme ça des processus ouverts, donc à la fois ouverts à l'autre, mais en même temps ouverts dans sa capacité à s'adapter aux réalités. Et tout ça, au final, au fond, c'est expérimenter d'autres rapports qui sont aussi humains, sociaux et économiques. Et voilà, par la compréhension du monde dans lequel on est, par le fait de se réapproprier, nous, en tant que designers, des outils, des concepts, une culture, et les usagers et consommateurs, un rapport au monde, quoi. C'est aussi l'idée de s'émanciper de ces modèles qu'on nous transmet, dans lesquels on vit, pour essayer de proposer des alternatives, des complémentarités à un modèle, en vue de le faire évoluer. Voilà, je ne sais pas, je pense que j'ai été un petit peu plus vite, mais comme on a pris un peu plus de temps avant et que je trouve que c'est important de discuter, on prendra plus de temps après, quoi. Voilà.